Et bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire de French Morning. On a la chance d'avoir avec nous Vincent Allard, le président de Corpomax, qui va nous parler d'un sujet qui alimente beaucoup d'intérêt et même parfois un peu des fantasmes, notamment en France, et il va en parler aussi, c'est le Delaware et plus exactement lancer son entreprise aux États-Unis, les atouts du Delaware. Pourquoi le Delaware? Eh bien parce qu'il y est installé d'abord, mais surtout parce que c'est un endroit où beaucoup d'entreprises américaines et internationales ont leur siège américain. Et Vincent va nous expliquer exactement pourquoi, comment ça marche, dans quel cas c'est pertinent, dans quel cas ça n'est pas pertinent. Et comme d'habitude, c'est l'occasion pour vous de poser vos questions à notre expert. L'idée, c'est que Vincent fera sa présentation et puis à la fin, on prendra des questions. Comme toujours, vous pouvez soit les poser par écrit en commentaire, soit, et c'est mieux, lever la main. Il y a un petit symbole Raise Your Hand quelque part en bas de l'écran et vous faites ça, vous appuyez dessus, ça me permettra de savoir que vous voulez parler et je vous donnerai à ce moment-là la parole. C'est à la fin de cette session tout à l'heure, mais en attendant, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec Vincent qui va nous parler des atouts du Delaware quand on veut lancer son entreprise aux États-Unis. À vous, Vincent. Bonjour à tous, merci Emmanuel. Ça me fait un grand plaisir d'être ici, à distance malheureusement, mais que voulez-vous? C'est la vie, mais ça achève. Alors aujourd'hui, on va parler justement de l'État du Delaware. Alors, je fais tout de suite un partage d'écran. On saute dans le vif du sujet tout de suite. Et comme ça, on va être en mesure de voir des petites diapositives. Alors donc, Welcome to Delaware. Bienvenue au Delaware, the first state. Alors, l'État du Delaware est qualifié de premier État et pourquoi? Les gens souvent se demandent pour quelle raison. C'est que l'État du Delaware est le premier à avoir signé la Constitution américaine en 1787. Le Delaware, c'est quelque part aux États-Unis. Les gens souvent se demandent c'est où le Delaware, d'où l'expression Delaware. C'est un petit État, c'est un tout petit État microscopique. C'est le deuxième plus petit État américain, le premier étant, je vous laisse deviner, le premier étant le Rhode Island. Alors, c'est sur la côte est américaine. Alors, vous avez ici l'emplacement du Delaware. Alors, Corpomax, ma société et ma résidence, on est situé un petit peu à gauche, tout en haut. On voit Wilmington. Alors, on est à 15 minutes de Wilmington. Wilmington, c'est-à-dire qu'on est à 15 minutes du président élu des États-Unis, Joe Biden. Et la ville de Newark, au Delaware, à ne pas confondre avec Newark, New Jersey, qui est une ville beaucoup plus grosse à 2 heures au nord. Alors, ce qui est intéressant avec l'emplacement de soit Wilmington ou Newark, c'est qu'on est exactement ou presque exactement entre New York, qui est 2 heures au nord, et Washington, D.C., la capitale américaine, qui est 2 heures au sud. Le Delaware et ses 15 secrets. Alors, effectivement, nous, ça fait presque 20 ans que Corpomax existe. J'ai lancé Corpomax ici le 1er septembre 2001. Jamais été très fort en matière de timing. 10 jours avant le 11 septembre 2001. Alors donc, pendant 6 mois, il ne se passait plus rien sur la Terre et Corpomax venait de commencer, mais n'avait aucun client, aucun appel téléphonique, absolument rien. Et après 6 mois, on a commencé à avoir un client, un deuxième. Et aujourd'hui, on a près de 5000 clients dans 52 pays. Alors, c'est pour dire qu'en matière de timing, ne me contactez pas, je ne suis pas un expert. Alors, le premier secret du Delaware, c'est une réputation internationale et ça, les gens souvent ne le savent pas, mais le Delaware est connu partout dans le monde. On a des délégations de gens qui viennent du Japon, qui viennent de Chine, qui viennent de Turquie, qui viennent de France, qui viennent de partout dans le monde pour justement rencontrer les élus du Delaware, donc l'Assemblée législative. Ils viennent rencontrer les représentants de la division des corporations, l'Association des juges, l'Association des avocats, le barreau du Delaware, pour comprendre leur système corporatif, qui est un système non seulement unique aux États-Unis, mais unique au niveau mondial. Deuxième secret, ce sont les registres publics. C'est de moins en moins secret, mais
le registre public ou les registres publics au niveau corporatif du Delaware sont relativement silencieux sur l'identité des actionnaires et des administrateurs. Alors là, il faut faire une distinction. On a les administrateurs d'une corporation qui, eux, leur nom va devenir public lorsque le premier rapport annuel va être produit. Alors, le nom et l'adresse des administrateurs. Mais dans le cas d'une LLC, on a donc Limited Liability Company. On n'a aucune information nominative à fournir sur les actionnaires, administrateurs et dirigeants d'une LLC, ni lors de la création de la LLC, ni sur une base annuelle. Alors, je vous dirais que c'est peut-être tout à fait le contraire qui existe sur le registre en France ou le registre au Canada, où il y a à peu près tout. On peut tout savoir sur les dirigeants et les actionnaires. Je pense qu'il manque deux choses. Il manque le type sanguin et l'ADN. Mais sinon, le Delaware, c'est l'antithèse complètement à ce niveau-là. Alors, il y a des gens qui aiment l'anonymat et il y en a d'autres qui sont au Delaware pour d'autres raisons qu'on va voir ensemble. L'investissement requis, il n'y en a pas. Alors, généralement, c'est avec $1, vous pouvez créer une société au Delaware. Ce n'est pas exclusif au Delaware. Hein. Il y a d'autres États aussi. On peut faire ça. On va voir les autres États, quelques autres États un peu plus tard. Mais au Delaware, on a $1, on peut se lancer en affaires, tout simplement. Alors, donc, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de capital minimum requis. Le compte bancaire, alors, il n'y a aucune obligation d'avoir un compte bancaire au Delaware. Il n'y a aucune obligation d'avoir un compte bancaire aux États-Unis. Il n'y a même aucune obligation d'avoir un compte bancaire. Mais si vous ne voulez pas de compte bancaire, peut-être ce n'est pas nécessairement une bonne idée de lancer une entreprise. Mais si vous avez l'intention de faire affaire, notamment avec des Américains, le fait de ne pas avoir de compte bancaire aux États-Unis pour une société américaine pourrait paraître un peu bizarre. Alors donc, ce qu'on dit aux gens, écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vous voulez faire affaire avec des Américains et que vous leur dites que votre compte bancaire est à Hong Kong et que vous avez une société américaine, ça se peut que la personne ne devienne pas votre cliente. Alors, c'est pour ça que généralement, les gens qui ont une société américaine, même les étrangers qui ont une société américaine, vont ouvrir un compte de banque aux États-Unis. Il faut savoir aussi que le système bancaire américain est fondamentalement fédéral. Alors, il y a des banques étatiques, mais la norme, ce sont des banques qui sont régies au niveau fédéral. Alors, on peut très bien ouvrir un compte de banque chez Bank of America dans la ville de New York, gérer le compte à San Francisco et le dépenser à Miami. Alors donc, on ouvre un compte chez Bank of America, par exemple, dans une ville, mais on peut très bien le gérer et aller dans n'importe quelle succursale à travers le pays. Alors, ce n'est pas rattaché à un État, c'est de juridiction fédérale. Le siège social. Alors, le siège social, il n'y a pas d'obligation d'avoir le siège social d'une société du Delaware au Delaware. Il n'y a même pas l'obligation d'avoir le siège social aux États-Unis. Contrairement, par exemple, au Canada, où si vous avez une corporation de juridiction canadienne, donc de juridiction fédérale, il faut que le siège social soit situé au Canada. Société québécoise, donc créée au niveau québécois, il faut que ça soit au niveau du Québec. Il n'y a pas cette exigence-là au niveau du Delaware. Actionnaires, administrateurs, dirigeants, il n'y a aucune obligation pour les actionnaires, administrateurs ou dirigeants d'être des citoyens américains ou des résidents fiscaux américains. Alors, preuve en est, 95% des clients de Corpomax sont à l'extérieur des États-Unis. Alors, il n'y a pas d'exigence. C'est sûr qu'à toute règle, il y a une exception. Parmi les exceptions, la détention d'avions, la détention de bateaux, si vous êtes dans l'industrie de l'armement, ou dans des secteurs névralgiques qui peuvent affecter la sécurité nationale. Dans un tel cas, il peut y avoir des exigences que les actionnaires, administrateurs et dirigeants ou partie de ceux-ci soient de nationalité américaine ou soient des résidents américains. Grande liberté est accordée aux administrateurs d'une société du Delaware qui ont les mains libres grâce à une loi qui leur permet justement de prendre des décisions, et ce qui permet justement aux sociétés du Delaware d'être excessivement actives et de ne pas toujours être obligées d'obtenir l'approbation des actionnaires dans toutes les situations. Alors, il y a une grande liberté qui est accordée par la loi aux administrateurs et dirigeants d'une société du Delaware. L'impôt corporatif. Alors, avant de parler de l'impôt corporatif, je peux vous dire une chose. Il y a 3 professionnels qui sont essentiels pour votre aventure américaine.
le professionnel, et ça, c'est basé sur presque 20 ans d'expérience aux États-Unis. Le professionnel le plus important pour faire affaire aux États-Unis, c'est l'expert comptable ou fiscaliste spécialisé en fiscalité américaine. Et pas nécessairement le fiscaliste américain, c'est-à-dire né aux États-Unis, qui ne fait que de la fiscalité pour les Américains. Alors, ce qui est très bien, c'est quand vous avez un expert en fiscalité américaine qui est aussi un expert en fiscalité dans votre propre pays de résidence. Alors, par exemple, ça peut être un expert comptable français établi à Miami ou ça peut être un expert comptable belge qui est aussi expert comptable aux États-Unis et qui pratique en Belgique. Alors, l'avantage d'avoir un expert comptable fiscaliste ou un expert en fiscalité américaine qui connaît les deux systèmes, c'est qu'il a dû lire au moins 25 fois la convention fiscale entre les États-Unis et votre pays de résidence. Et ça, c'est excessivement important. Alors, c'est toujours ce que je dis à mes clients, la personne la plus importante, c'est justement l'expert comptable. Alors, au niveau, et si jamais parmi l'audience, il y a des experts comptables et fiscalistes qui sont justement experts comptables américains et aussi français, par exemple, ou belges, ça va faire un immense plaisir que vous me contactiez, que vous me fournissiez vos coordonnées, parce que nous, on réfère systématiquement nos clients à des experts comptables et fiscalistes francophones généralement, parce que la majorité de nos clients sont francophones, et on ne reçoit et on ne veut aucune commission. On veut juste que nos clients soient bien représentés au niveau comptable et au niveau fiscal. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Le grand avantage du Delaware, et là, n'oubliez pas, je suis un avocat corporatif. Je ne suis surtout pas un avocat fiscaliste, mais je suis en contact très régulièrement avec des experts comptables et fiscalistes spécialisés en fiscal américain, et je donne des conférences aussi avec eux sur une base régulière. Si vous créez une société dans l'État du Delaware et que vous n'avez pas de place d'affaires physique au Delaware, vous ne paierez pas d'impôt au Delaware, selon eux, quand c'est une corporation. Vous allez payer de l'impôt au niveau fédéral, mais pas au niveau du Delaware. Et tout ce que je vous dis, c'est sujet à validation par un fiscaliste. Si vous créez une corporation dans n'importe quel autre État américain, du seul fait de la création, vous rentrez dans le système fiscal de l'État. Alors, vous créez une société dans l'État de New York, vous rentrez immédiatement dans le système fiscal de l'État de New York. Alors, vous n'aurez peut-être pas d'impôts à payer, mais vous aurez quand même une maintenance à faire au niveau fiscal. C'est-à-dire que vous aurez sûrement à faire une déclaration de revenus, non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau de l'État de New York. Et ça, les exceptions sont rares. C'est le cas partout aux États-Unis, sauf le Delaware. Mais comme je vous dis, c'est vraiment le fiscaliste qui va être en mesure de vous confirmer quels sont vos droits et surtout vos obligations fiscales. Alors, c'est pour ça que le Delaware est souvent très intéressant pour ceux qui n'ont pas de place d'affaires physique aux États-Unis. Mais ça, on va y revenir. Impôts personnels et taxes de vente, si vous n'habitez pas au Delaware, vous ne payez pas d'impôts sur les actions, par exemple, ou les dividendes que vous pourriez recevoir de sociétés créées au Delaware. Alors ça, c'est intéressant. C'est peut-être le cas aussi dans d'autres États. Moi, je vous parle de ce qu'on connaît quand même assez bien, c'est-à-dire le Delaware. Taxe de vente, il y a 5 États aux États-Unis où il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe de vente. Alors, le Delaware est un de ces 5 États où on a l'immense bonheur de ne pas payer de taxe de vente. Mais encore là, la taxe de vente, je fais une petite incursion, la taxe de vente aux États-Unis, c'est généralement payable à l'endroit où le bien a été livré. Alors, si je commande quelque chose de l'État de New York et c'est livré au Delaware, je ne paye pas de taxe de vente. Mais si quelqu'un de l'État de New York commande quelque chose du Delaware et c'est livré dans l'État de New York, ça va être la taxe de l'État de New York. Je pense que c'est 7 ou 8 dans ce coin-là. Emmanuel pourrait nous le confirmer d'ailleurs. Droit de succession, il n'y a pas de droit de succession lorsque vous possédez des actions d'une société du Delaware si vous ne résidez pas au Delaware. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Législation favorable. C'est quand même assez extraordinaire parce que je viens du Québec où j'ai pratiqué le droit pendant 18 ans. Ben, vous allez me dire, oui, ça s'entend que je viens du Québec. Vous avez raison. Mais la législation au Delaware, la législation corporative, est absolument extraordinaire. C'est une loi qui est révisée une fois par année.
Alors, ce n'est pas une fois par 5 ans, une fois par 10 ans, c'est une fois par année, minimum. Des fois, c'est 2 fois. Et on consulte tout le monde. Alors, il y a l'Assemblée législative, il y a l'Association des juges, il y a l'Association des avocats, il y a la division des corporations. Alors, il y a une collégialité qui est excessivement active et très efficace pour que la loi soit toujours à la fine pointe et ce qui est très, très apprécié. Et c'est une loi aussi qui s'adapte à des situations qui sont impromptues des fois. Je vous donne un exemple. Je venais d'arriver aux États-Unis et au Delaware et MBNA, c'était un gros émetteur de cartes de crédit américaines. MBNA. Et Bank of America a décidé d'acheter MBNA, qui possédait plusieurs filiales. Alors donc, Bank of America a laissé entendre qu'ils allaient sans doute déplacer le siège social de MBNA et de ses nombreuses filiales dans un État autre que le Delaware. Rappelez-vous, il n'y a pas de TVA au Delaware. Alors, l'argent vient d'où? L'argent, 24 des revenus de l'État du Delaware proviennent des frais de création de société et de la taxe annuelle. La taxe annuelle au Delaware varie selon le capital action autorisé ou le capital social autorisé. Alors, par exemple, vous avez un capital social autorisé de 1500 actions ordinaires sans valeur nominale. Alors, vous allez payer une taxe annuelle de 225 $. Mais si vous avez un capital action autorisé de 200 millions d'actions, comme généralement les banques ont ou les très grandes entreprises, alors là, ce n'est pas 225 $ par année, c'est minimum 200 000 $ par année et je pense que ça a été augmenté récemment. Alors là, imaginez-vous, si MBNA, le siège social de MBNA et de ses nombreuses filiales s'en va dans un autre État, le Delaware va perdre 200 000 $ à l'époque pour MBNA, plus 200 000 $ par filiale de MBNA. Alors là, l'État du Delaware a amendé sa loi à une vitesse extraordinaire pour avantager les sociétés de cartes de crédit au niveau de... Vous savez, ils ont fait des arrangements pour que, au bout de la ligne, Bank of America décide de conserver le siège social de MBNA et de ses filiales au Delaware. Alors, il y a une réactivité légale, une réactivité au niveau législatif qui est absolument extraordinaire, due notamment à la collégialité et la rapidité d'action des dirigeants, du moins des politiciens de l'État du Delaware. Alors, c'est une législation qui est excessivement favorable aux sociétés, qui est excessivement favorable aux administrateurs qui sont parfaitement protégés par la loi et aussi pour les actionnaires et les dirigeants. Tribunal spécialisé. Encore là, je viens du Québec et à l'époque, pendant les 18 ans, j'ai plaidé peut-être 300 procès. Et à l'époque, pour tous les litiges corporatifs, les litiges entre actionnaires, etc., il n'y avait pas de tribunal spécialisé. Il y avait la Cour supérieure qui entendait ces litiges, mais qui entendait aussi bien des cas de divorce ou autres. Au Delaware, on a l'immense avantage d'avoir une cour totalement ou un tribunal totalement spécialisé qui s'appelle la Court of Chancery. Alors, je ne peux pas le traduire. C'est Court of Chancery. Et les juges qui sont nommés sur ce tribunal sont choisis par l'Assemblée législative, par l'Association des gens d'affaires, par la Division des corporations, par l'Association des juges et l'Association des avocats. Il faut que ça soit unanime. Alors, je pense que pour devenir juge sur ce tribunal, c'est plus compliqué que de devenir pape avec la petite lumière blanche qui sort. Je vous le dis, ça prend un consensus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils ont un juge qui arrive et qui détruit en tout ou en partie la jurisprudence qui a été accumulée depuis près de 200 ans, ça va affecter la réputation du Delaware. Et les jugements qui sont rendus par ce tribunal en vertu de la loi du Delaware, imaginez-vous, est appliqué dans d'autres États pour les litiges qu'ils ont dans leur propre État en vertu de leur propre loi corporative. Ils vont citer des précédents de la Court of Chancery de l'État du Delaware. Alors, ça démontre à quel point ce tribunal est excessivement puissant et rend des décisions qui assurent une jurisprudence stable. Et c'est ce que les grandes entreprises recherchent, une jurisprudence stable pour qu'ils sachent à quoi s'attendre.
Les coûts de création, bon, les coûts de création sont relativement faibles et la taxe annuelle se compare avec ce qui se paye ailleurs aux États-Unis. Tout ça, c'est grâce notamment, ça c'est long, je reviens au point que je voulais discuter avec vous. Alors, 13, c'est ça. 14, rapidité de création. Alors, rapidité de création, on peut avoir une société du Delaware en une demi-heure. Bon, ça coûte plus cher que si on l'obtient en 24 heures, mais c'est possible de l'avoir en une demi-heure. La division des corporations, c'est un ensemble de fonctionnaires qui est totalement dédié à leur mission et la division des corporations pour le public est ouverte de 8 heures le matin à 17 heures. Mais elle est ouverte de 7 heures le matin à minuit. Alors, ça veut dire qu'il y a des employés qui rentrent à 7 heures le matin, il y en a d'autres qui partent à minuit et elles fonctionnent pendant tout ce temps-là. Les fonctionnaires ou la division des corporations de l'État du Delaware a obtenu une certification internationale ISO 9001. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fonctionnaires dans votre pays qui ont réussi à avoir une certification internationale comme ISO 9001, qui est un gage d'excellence et d'efficacité? Alors, c'est pour ça que l'État du Delaware, au niveau corporatif, est très efficace, notamment grâce à tous ces fonctionnaires qui se donnent corps et âme, justement, pour assurer un service excellent pour la création de sociétés, notamment. Et la facilité de création. Alors, la facilité de création, notamment par l'entremise. Vous allez dire, oui, il parle pour lui. Oui, je parle pour Corpomax, mais pour tous ceux aussi qui créent des sociétés. Quand vous passez par un fournisseur de services corporatifs qui est spécialisé dans le domaine, à ce moment-là, ça fonctionne très, très bien. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'un agent agréé, ce qu'on appelle Registered Agent. Alors, avant, quand Corpomax a commencé, nous étions Registered Agents pour nos clients. Mais obtenir un certificat de conformité, à l'époque, ça peut prendre 24-48 heures. Maintenant, Corpomax est devenu ce qu'on appelle Online Agents. Alors, on a un accès direct dans l'ordinateur de l'État du Delaware. Et ce qui nous prenait 24 à 48 heures avant pour obtenir un certificat de conformité, ce qu'on appelle Good Standing, maintenant, on l'obtient exactement en 3 minutes. Alors donc, c'est grâce notamment à l'efficacité de la division des corporations qui permet à certains agents agréés d'avoir un accès direct dans l'ordinateur. Alors maintenant, quelques statistiques sur le Delaware, statistiques que je collige annuellement. Je lis le rapport annuel de la division des corporations pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Et il y a plus de 50% des sociétés publiques qui sont créées dans l'État du Delaware. Imaginez-vous, l'État du Delaware, c'est un des 50 États qui créent des sociétés. Hein? Il n'y a pas de création de sociétés au niveau fédéral aux États-Unis. C'est uniquement au niveau des États. Alors, on a 50 États et on a 50 juridictions qui peuvent créer des sociétés. Et plus de 50% des sociétés publiques, c'est-à-dire inscrites à la bourse, ont été créées dans l'État du Delaware. 67% des sociétés Fortune 500, alors ça, c'est un répertoire qui existe depuis des années et qui fait la liste justement des plus grandes sociétés américaines. Et là, c'est un gros pourcentage. Là, on a 2/3 des sociétés américaines de grande envergure qui ont été créées au Delaware. On a 50% des sociétés sur le New York Stock Exchange qui ont été créées au Delaware. 89% des IPO, c'est Initial Public Offerings, donc des appels publics à l'épargne quand on lance une société au niveau public. 89%, alors c'est beaucoup, c'est parce que la loi du Delaware est très avantageuse pour ce genre de situation. En date d'aujourd'hui, on a plus de 1,5 million d'entités actives. Alors ça, c'est important pour le Delaware, n'oubliez pas, ils n'ont pas de revenus de TVA et l'État du Delaware, c'est microscopique. Alors donc, il y a 900 000 personnes qui habitent au Delaware. Alors donc, les revenus proviennent à 24% des frais de création et de la taxe annuelle. Alors pour eux, c'est important. Le plus qu'il y a de sociétés actives, donc qui paient la taxe annuelle, le mieux c'est pour le Delaware. Et l'an dernier, donc 2019, ils ont créé 226 000 nouvelles entités au Delaware. Alors, il y a des États, et ça, j'ai remarqué ça récemment, il y a des États où ils vont faire plus de sociétés. Exemple, en Floride, ils créent peut-être le double de sociétés par année. Mais généralement, ce sont pour des activités qui sont concentrées en Floride. Mais au Delaware, pour un minuscule État,
C'est quand même beaucoup. Voici quelques exemples. Voici quelques exemples de sociétés qui ont été créées au Delaware et ou qui ont des filiales qui ont été créées au Delaware. Alors, vous avez Amazon. Hein? Je devine que tout le monde connaît Amazon. Ça, ce sont les filiales d'Amazon qui ont été créées au Delaware. Okay? Alors, ils en ont dans toutes sortes de domaines et c'est ce qu'on retrouve. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, ils ont aussi toute leur société créée au Delaware. Le Cirque du Soleil, à un moment donné, avait une dizaine de spectacles à Las Vegas, dans l'État du Nevada. Chaque spectacle était un spectacle fixe, donc qui restait, qui ne voyageait pas. Alors, le Cirque du Soleil a décidé de créer une LLC par spectacle. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas une LLC pour tous les spectacles? C'est que si un athlète se tue pendant qu'il performe, ben, sa succession ne pourra poursuivre que la société qui détient ce spectacle-là et non pas tout le groupe. Alors donc, c'est une question généralement de responsabilité. Alors, ils auraient très bien pu créer 10 sociétés au Nevada. Ce sont des spectacles fixes. Non. Ils ont créé 10 sociétés au Delaware et ils ont demandé l'autorisation pour chacune d'entre elles de faire affaire au Nevada. Pourquoi? Sans aucun doute, parce que la loi du Delaware est beaucoup plus efficace pour la protection des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants, etc. FedEx, encore là, tout le monde connaît FedEx, quoiqu'en Europe, c'est plus DHL, mais aux États-Unis, FedEx est quand même très connu, comme UPS d'ailleurs. Voici les filiales de FedEx qui ont été créées au Delaware. Alors, vous voyez qu'il y en a énormément. Google, filiales de Google, qui encore là sont créées au Delaware. Hewlett-Packard, avec la vidéo pour vos longues soirées d'hiver, pour regarder ça en détail. Mais là, vous avez toutes les filiales de Hewlett-Packard. Microsoft, attendez, j'ai garanti l'écran, c'est bon? Quelques filiales de Microsoft créées au Delaware. Et finalement, si je ne me trompe pas, Disney World ou Walt Disney, encore toutes les sociétés qui ont... Alors, il y a une raison à ça. Il y a une raison pourquoi les grands créent au Delaware. C'est pour il y a plusieurs avantages et ils l'ont compris. Alors, à retenir, c'est que premièrement, pourquoi on crée une société au Delaware? Parce qu'on pourrait créer une société en Floride, tout ça. Généralement, quand on a un holding, on a une société de gestion qui va détenir, par exemple, des éléments de propriété intellectuelle. Hein? Vous avez des marques de commerce, vous avez des marques, vous avez des brevets et que vous n'avez pas nécessairement de place d'affaires physique aux États-Unis. Alors, souvent, les holdings sont créés dans l'État du Delaware. Et n'oubliez pas, si c'est une corporation, il n'y a pas d'impôt payable au Delaware. C'est payable au niveau fédéral, mais rarement au Delaware, quand il n'y a pas de place d'affaires physique. On détient un bateau, souvent, les gens vont créer une société au Delaware. Les avions, même chose. Propriété intellectuelle, comme je vous dis, très populaire aussi. Si on fait affaire dans plusieurs États. Alors donc, vous désirez une société et vous prévoyez ouvrir des restaurants dans 4 États différents. Ce que font généralement les gens, ils vont créer une société au Delaware et la société du Delaware va demander l'autorisation de faire affaire dans chacun des 4 États. Pourquoi il faut demander l'autorisation? Parce que pour chaque État, toute société qui n'a pas été créée dans l'État est réputée une société étrangère. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, Disney World, alors si c'est une société créée au Delaware, elle a un parc d'attractions en Floride et en Californie. Donc, elle a dû demander l'autorisation de faire affaire en Californie parce que pour la Californie, toute société qui n'est pas créée en Californie est réputée une société étrangère. Alors, pour la Californie, il n'y a pas de différence entre une société du Delaware et une société de France ou du Québec ou du Canada ou de Belgique. Il n'y a aucune différence. C'est une société étrangère. Alors, il faut demander l'autorisation pour faire affaire dans un État si on n'a pas été créé dans cet État. Alors, si vous avez l'idée d'avoir 1, 2, 3, 4 places d'affaires dans des États différents, généralement, on va créer la société au Delaware. Intermédiaire, si vous agissez comme intermédiaire, hein, on a beaucoup de gens qui font du dropshipping, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont des courtiers, etc. Ils vont créer au Delaware. Dropshipping.
Les formations en ligne et les services dématérialisés, la même chose. Surtout quand les gens ne sont pas sur le sol américain, c'est ce qu'on voit nous depuis bientôt 20 ans. Le Delaware, c'est sans doute l'endroit par excellence quand on ne réside pas sur le sol américain. Et l'import-export, la même chose. Alors, il peut y avoir aussi d'autres secteurs. Il y a des milliers de secteurs, mais c'est ce que nous, on voit généralement ici. Les autres États. Alors, il faut savoir une chose, et je vais mettre les choses au clair tout de suite. Ça fait 22 ans que j'habite au Delaware, ça fait presque 20 ans qu'on a lancé Corpomax, mais nous, on crée dans les 50 États américains. Alors, on est physiquement ici parce que la vie nous a amenés ici, mais on crée régulièrement dans l'État de New York, on crée en Californie, on crée très souvent aussi en Floride, mais il y a des raisons à ça. OK? Et c'est toujours le client au bout de la ligne qui décide. Alors, nous, on lui dit, voici la situation, mais c'est vous qui décidez. Alors, il y a des situations où le client dit, moi, je veux créer en Floride pour telle raison, l'autre en Californie pour telle raison, et souvent, les raisons sont fort valables. Nous, on exécute. Alors, ça, il n'y a pas de souci. Et on offre le service d'agent agréé dans les 50 États. Alors, donc, ça, il n'y a pas de souci. Alors, ici, premier motif, pourquoi on créerait une société ailleurs qu'au Delaware? Encore là, c'est ce qu'on voit, nous. Un Français décide d'acheter 3 immeubles à revenus à Miami. Il n'a aucune intention d'acheter des immeubles ailleurs aux États-Unis. Ça va être uniquement à Miami. Dans un tel cas, c'est tout à fait logique de créer une société en Floride. Il n'y a aucune raison de la créer dans l'État du Delaware. Parce que si on la crée dans l'État du Delaware, il va falloir qu'on demande l'autorisation de faire affaire en Floride parce qu'il va y avoir des revenus de loyer à déclarer en Floride. Alors, il n'y a pas d'avantage. Deuxième exemple, Madame Polo, 85 ans, qui a passé toute sa vie dans la ville de New York, veut ouvrir une pizzeria avant son décès et n'a aucune intention d'expansion, de franchisage ou quoi que ce soit. Dans son cas, on va lui suggérer aussi de créer la société dans l'État de New York. Il n'y aurait aucun avantage de créer au Delaware. Perception positive. Alors, un jour, il y a un jeune entrepreneur français qui m'appelle et dit, écoutez, nous, on fait une levée de fonds par Kickstarter et nous, notre public cible et nos partenaires sont tous en Californie. Et même, on déménage bientôt en Californie. Alors, c'est une bonne raison de créer une société en Californie. Alors là, c'était une perception positive aussi qu'ils allaient donner à leurs partenaires californiens, leurs clients potentiels californiens. Alors, je pense qu'ils étaient dans l'industrie du film aussi. Alors, tout ça fait en sorte que, oui, ça peut donner une perception positive. Perception négative. Là, les gens vont dire, oh non, non, je ne veux pas aller au Delaware parce que les autorités fiscales de mon pays n'aiment pas le Delaware. Ils considèrent que c'est un paradis fiscal. Bon, ce n'est pas un paradis fiscal, mais ce n'est pas la réalité qui est importante, c'est la perception de la réalité et ils ne veulent pas. Alors, à ce moment-là, ils vont créer une société dans un autre État. C'est toujours sujet aux conséquences fiscales de leur choix, mais encore là, je ne suis pas un fiscaliste. Alors, c'est pour ça que le fiscaliste est très important. Alors, au niveau des taxes, au niveau des coûts, il faut considérer, alors vous savez, quand on lance une société américaine ou avant de la lancer, on ne choisit pas une juridiction de création de société comme on choisit une télévision dans un magasin à grande surface. OK? Alors donc, on ne choisit pas une juridiction parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube d'un YouTuber qui vous dit, écoutez, vous devriez créer dans l'État, par exemple, du Nouveau-Mexique parce que ça coûte 25 $ moins cher. Okay? Avant, on avait les prêtres qui nous dirigeaient, maintenant les YouTubers. Il faut faire attention. Il faut vraiment aller à des sources solides, professionnelles pour choisir une juridiction de création. Okay? Ne vous fiez pas à des blogs, ne vous fiez pas, à moins que ce soit des blogs de bureaux d'experts comptables, de fiscalistes. Alors là, oui, vous pouvez accorder une valeur. Mais sinon, analysez toujours le messager avant de lire le message. OK? Alors, coût de création. Alors, il faut regarder quels sont les coûts de création de la société. Alors, les gens, des fois, me disent, Vincent, j'aimerais créer dans l'État du Nevada parce que j'ai entendu dire que c'était très, très bien. Ben, j'ai dit, nous, ça ne change rien. Nous, on crée partout aux États-Unis. Mais au Nevada, premièrement, les informations sont publiques, ce qui n'est pas grave pour plusieurs. Mais en plus, vous avez à chaque année
la taxe annuelle de 500 $, la business tax de 500 $. Il faut payer 150 $ pour la liste des administrateurs à chaque année, plus le coût du rapport annuel. Alors là, vous êtes déjà rendu à 700-800 $ par année au Nevada. Alors, il faut regarder les coûts annuels. Donc, alors, les coûts de création sont plus élevés souvent au Nevada, mais aussi parce qu'il faut payer la business license tout de suite, mais il faut regarder aussi les coûts annuels. C'est comme une voiture. Hein. On achète une voiture, tel prix, combien ça va me coûter pour l'entretien de la voiture. Et aussi les coûts fiscaux. C'est aussi à considérer, c'est excessivement important. Et je vous le répète, le spécialiste en fiscalité américaine est absolument crucial pour vous. Je vous donne un exemple. Et ça, avec ça, ça devrait peut-être vous faire réfléchir 2 fois. En France, selon nos informations, il y a 4 taux de TVA, le principal étant à 20 %. Au Canada, on a environ 10 taux de taxe de vente, hein, que vous appelez TVA souvent en Europe, que nous, au Québec, on appelle la taxe de vente, Québec-Canada. Il y en a une dizaine. Il y a les principaux, TPS, TVQ et quelques taux spécifiques. Aux États-Unis, il n'y a pas de TVA au niveau fédéral. La TVA, c'est au niveau des États, des comtés, des villes et des commissions de transport. Alors, on peut acheter le même produit de 4 magasins de la même chaîne dans le même État et on va payer 4 taux de TVA différents. Aux États-Unis, les spécialistes estiment qu'il y a plus de 55 000 taux de TVA différents. Quand je vous dis que ça vous prend un fiscaliste, ça vous prend un fiscaliste. Au Canada, au niveau fiscal, Revenu Canada et Revenu Québec, encore là, selon nos sources, parce que j'ai quitté il y a longtemps, inondent les gens de courriers. Alors, il y a toujours un courrier qui arrive à gauche et à droite des différentes instances fiscales. Aux États-Unis, le IRS n'écrit jamais. Et quand il écrit, c'est là qu'il y a un problème. Sinon, vous produisez votre déclaration de revenus, ils prennent votre paiement et vous ne recevez pas de confirmation, rien. C'est quand vous commencez à recevoir une lettre du IRS que peut-être les problèmes vont se corser. Et dans certains cas, si vous ne répondez pas au IRS dans le délai prescrit, c'est 10 000 $ d'amende et c'est généralement non négociable. Je le répète, ça vous prend un fiscaliste américain ou un fiscaliste, un expert en fiscalité américaine qui connaît aussi la fiscalité dans votre pays de résidence. Alors, les juridictions populaires, parce qu'on est toujours dans la section des autres États. Alors, on a l'État de la Floride. L'État de la Floride, il y a une activité économique qui est absolument fabuleuse dans cet État. C'est un aimant pour les étrangers qui achètent au niveau immobilier. Il y a une immense, immense activité économique. Il y a énormément de francophones qui sont basés en Floride. C'est un État qui explose. D'ailleurs, les infrastructures explosent tellement il y a des gens. J'avais entendu dire un jour qu'il y avait peut-être, je ne sais pas si c'est 25 000 immigrants qui arrivaient par mois. C'est un État dont les infrastructures explosent. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'activités économiques. La Californie, et ça me fait sourire parce que mon fils, qui achève sa maîtrise, me disait « Papa, j'aimerais ça aller travailler pour telle société en Californie. » Mais j'ai dit, je ne comprends pas les gens qui vont habiter en Californie. Hein? Et c'est très beau, la Californie, dans les films. Mais il y a des tremblements de terre, le trafic, c'est 2 heures le matin, 2 heures le soir, les taxes sont énormes. Vous savez, la Californie, je pense, c'est la 8e économie la plus grosse au monde. Mais tout le monde va aller en Californie. Alors encore là, c'est un aimant qui est extraordinaire, la Californie. L'État de New York, parce que New York, c'est New York. Et souvent, les étrangers confondent l'État de New York avec la ville de New York. Ils m'appellent et disent, Vincent, je veux créer une société à New York. Je dis, on ne peut pas créer une société au niveau d'une ville aux États-Unis, c'est au niveau de l'État. Alors donc, il y a un aimant extraordinaire qui est la ville de New York, qui est une ville extraordinaire d'ailleurs à visiter. Juridiction onéreuse, donc là où ça coûte cher. Alors, vous avez l'État de la Californie, je viens de vous le dire, ça coûte une fortune. Mais c'est sûr que c'est là que les films se tournent, c'est là que la haute technologie est un bassin de haute technologie. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Mais il y a beaucoup de gens qui quittent, je lisais ça encore hier, qui quittent la Californie pour aller au Texas, des sièges sociaux qui se déplacent de Californie pour aller au Texas parce qu'ils ont dû calculer que tout compte fait, c'était peut-être plus intéressant à certains égards fiscaux, aux égards fiscaux ou autres. Alors, c'est pour ça. Mais c'est toujours très populaire, on le sait, nous, parce qu'on crée des sociétés dans cet État-là. Le Texas, encore là, parce qu'il y a beaucoup d'activités, sauf que ça coûte cher. Je vous donne un petit exemple. Souvent, très, très souvent, presque tous les jours, on demande l'autorisation de faire
affaire dans un État. On a beaucoup de sociétés qui font affaire, qui sont inscrites comme sociétés étrangères dans les 50 États, ici chez Corpomax. Alors, on fait ça. On a une base de données immense sur tous les États. Je pense que j'ai 25 backups de cette base de données. Il ne faudrait pas qu'on perde ça sur tout ce qui se passe dans tous les États. Alors, on crée une société au Delaware et on l'inscrit comme société étrangère en Floride. Alors, les frais d'inscription en Floride sont de 78 et 75 sous. La même chose au Texas, c'est 778 OK? 10 fois le prix pour inscrire la société étrangère au Texas. Alors, c'est un État qui coûte très, très cher. Et Nevada, pour les raisons que je vous ai dit, il y a toujours un business license automatiquement, il y a toujours une liste d'administrateurs, il y a toujours des frais. Alors, c'est une juridiction qui coûte très cher. Alors, le Delaware, c'est un État qui est numéro 1. À chaque année, il y a un sondage qui est fait auprès des 1000 plus gros cabinets d'avocats aux États-Unis. Et généralement, je n'ai pas les dernières statistiques, mais généralement, le Delaware est toujours le numéro 1 au niveau corporatif. Alors, c'est un État qui a, on a vu, plusieurs avantages. Nous, ça ne change rien. Je vous dis la réalité sur le terrain. Alors, le choix de juridiction, je vous le répète, ce n'est pas une télévision qu'on achète dans un magasin à grande surface. Ça, il faut se rentrer ça dans la tête. Alors, il faut confier ça et consulter et choisir une juridiction en fonction de vos besoins à vous. Il n'y a pas de solution one fits all. OK? Ça dépend vraiment de vos besoins. Et c'est ça que je dis, soyons sérieux parce que justement, on ne choisit pas une juridiction de création facilement. Il y a des considérations légales, mais il y a des considérations fiscales et il y a des considérations aussi opérationnelles. Hein? Alors, surtout si vous ouvrez une place d'affaires, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et je le dis souvent, les gens me consultent, écoutez, on va remplir le formulaire de commande, mais je leur dis, prenez votre temps. Prenez votre temps. On choisit une juridiction de création relativement facilement dans certains cas, mais il faut quand même prendre son temps, analyser, questionner et après ça, agir. La réflexion précède l'action. J'ai lancé 3 livres. Alors, je ne suis pas ici pour vous vendre des livres, mais je vous explique un peu ce qu'il y en est. Je me déplace pour les prendre. Je les ai ici. Alors, il y a environ 4 ans, j'ai décidé de... Pourtant, je suis un avocat qui n'aime pas écrire. C'est ça l'aberration. Je n'aime pas écrire. Parler, ça va. Mais écrire, je n'aime pas. Clavier d'ordinateur, je déteste. Et c'est pour ça que j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Text Expander, dans lequel j'ai 800 macros. Je tape 3 lettres et ça tape 3 paragraphes. Bon. Mais pour un livre, je ne pouvais pas faire ça. Alors, je me suis mis à la tâche et j'ai décidé d'écrire un premier livre. Comment lancer votre entreprise aux États-Unis. Alors, ce n'est pas une Bible. Hein? Ça veut dire c'est un petit livre. Je l'appelle plus un guide. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, un guide pratique de 175 pages environ. Et pour résumer, en fin de compte, quel est l'état au niveau corporatif aux États-Unis de fil en aiguille, j'ai ajouté du texte, j'ai dicté. Dans le fond, je n'ai même pas écrit ces livres-là, je les ai dictés. Après ça, je les ai révisés, bien sûr. Et je vous dirais que des 3 livres, le premier est peut-être pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, c'est peut-être le plus intéressant, le plus important. Et ça résume bien, je pense que ça résume bien la situation. Alors, ça, c'est le premier livre qui est disponible à peu près partout. La version imprimée, c'est sur Amazon et la version virtuelle est à peu près partout. Le deuxième, c'est plus un livre de référence. C'est un livre qui est plus volumineux, mais ça, c'était celui avec lequel j'ai eu le plus de plaisir à écrire parce que je suis un fou furieux au niveau des marques et des noms de sociétés. C'est un domaine dans lequel c'est comme un peu comme Obélix dans la potion magique. Moi, je suis tombé dans ça quand j'étais tout jeune. J'ai fait une maîtrise en droit des affaires, mais j'ai fait aussi un MBA marketing et gestion des PME, hein, petites et moyennes entreprises. Et je suis tombé en adoration avec les noms d'entreprise, les noms de marques et tout. Et là, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Alors, j'ai écrit ce livre-là. Pourquoi? Parce que, 1, me faire plaisir, et 2, peut-être enseigner à certaines personnes
les personnes qui vont se procurer ce livre-là, comment nommer leur entreprise. Parce qu'écoutez, on a créé près de 5000 sociétés ici et on a vu presque 5000 noms. Et il y en a qui sont extraordinaires, mais il y en a d'autres un peu moins extraordinaires. Et nous, notre mission, ce n'est pas de dire aux gens, savez-vous, votre nom, il n'est pas si extraordinaire que vous le pensez. Ce n'est pas notre rôle. Le client a choisi un nom, il y a des raisons. Sauf que la semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé un nom d'entreprise qui avait 9 mots. J'ai dit non. On ne créera pas un nom d'entreprise qui a 9 mots. Et même s'il m'avait forcé, j'aurais dit non, on ne peut pas. Ça ne rentrera même pas dans le registre du Delaware ou d'un autre État. Le nom de l'entreprise ne pourra même pas être imprimé sur une carte bancaire et vos clients vont vous détester s'ils vous envoient un chèque. Alors donc, c'est le genre de conseil que je donne dans ce livre-là. Le nom doit être le plus court possible. Ensuite, je dis aussi, ne mettez pas, je ne sais pas moi, Cocorico USA Inc. Si un Américain voit un nom d'entreprise qui s'appelle Cocorico USA Inc., il va savoir immédiatement que les actionnaires et administrateurs de la société sont étrangers. C'est évident, parce qu'ici, on n'indique pas USA ou America dans le nom de l'entreprise. On est aux États-Unis. Alors, c'est le genre de conseils que je donne dans ce livre-là. Et je parle aussi des marques. Et le troisième livre, c'est comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis. Bon, c'est sûr, si vous habitez aux États-Unis, vous n'avez absolument pas besoin, vous n'apprendrez absolument rien en lisant ce livre-là. Mais les gens qui sont en Angleterre, les gens qui sont en Inde, les gens qui sont en France, ils nous posent des questions depuis 20 ans parce qu'on a aidé énormément de gens à ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis. Et ça, c'est la somme de l'expérience acquise depuis presque 20 ans dans l'ouverture de comptes bancaires aux États-Unis. Alors, c'est pour ça qu'il y a des choses à savoir et c'est pour ça qu'encore là, ça, c'est un livre un petit peu plus petit, 150 pages, sur justement comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis. Alors, ces livres-là ont été lancés le 1er septembre dernier. Vous avez bien entendu. Encore une fois, le 1er septembre. Alors, il y a eu le 1er septembre 2001. Là, il y a eu le 1er septembre 2020. Il semble que je n'ai pas compris. Au niveau du timing, je n'ai pas le choix. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand ça fait 4 ans que tu travailles sur des livres, il faut que tu les sortes. Et là, je me suis dit, 1er septembre, ça fait 19 ans que Corpomax est en action. Donc, c'était pour moi une date importante. Et ça a été lancé le 1er septembre en pleine pandémie. Je vous l'ai dit, je vous le répète, ne me consultez pas en matière de timing. Je me suis dit aussi, pendant que j'écrivais ces livres-là, pourquoi pas les écrire en anglais? Parce que c'est facile, tu les écris, après ça, tu les fais traduire. Alors, j'ai fait traduire les livres par une traductrice et tout, mais c'est une traductrice qui est extraordinaire, que j'utilise depuis des années, mais qui habite au Canada. Et au Canada, l'anglais canadien a des petites différences avec l'anglais aux États-Unis. Alors, on a dû faire des retouches et on a après ça peaufiné. Et après ça, on a fait la version audio des 3 livres en français, des 3 livres en anglais. Il y en a certaines qui sont en vente, mais on n'a pas fini encore d'éditer la version audio. Et pendant qu'on faisait la version audio, on a corrigé des choses dans le texte écrit. Alors, c'était tout un processus. La version française audio, c'est moi qui l'ai faite parce que je parle un français que j'espère compréhensible. Mais la version audio anglaise, écoutez, je parle très bien anglais, mais j'ai un accent français à couper au couteau. Alors donc, je connais mes forces, mais je connais aussi mes faiblesses. Alors, j'ai demandé à mon fiston, Jérémy, 27 ans, de faire la version anglaise. Alors, on a fait ça. Il a fait ça pendant 2 semaines, enfermé dans le garde-robe de la chambre à coucher, dans notre chambre à coucher. Et il a fait la version anglaise de ces livres-là. Et ça a été une expérience père-fils absolument fabuleuse. Juste pour ça, ça valait la peine. Ça a été extraordinaire de faire ça avec mon fils Jérémy. Et donc, on a fait aussi la version anglaise de ces livres-là parce qu'il y a des gens aussi, je me suis dit, tant qu'à faire le contenu en français, on va faire aussi le contenu en anglais. Alors, si vous avez des questions, là, on va répondre, c'est sûr, à des questions, mais si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous me contactez, vous m'écrivez, vous me Skypez. Ça me fera un grand, grand plaisir. Vous ne recevrez pas de facture. On n'envoie pas de facture pour le temps qu'on passe au téléphone ou sur Skype ou sur Zoom ou ailleurs. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir de donner de l'information. Comme je vous dis ici, je travaille ici, c'est une entreprise familiale. Je travaille avec mon épouse, avec ma fille et avec mon ex-épouse.
Ouais, je sais, vous allez trouver ça bizarre un peu, mais on a une excellente relation, on s'entend tous très bien ensemble et tout le monde parle français. Et c'est ça la joie que j'ai en tant qu'immigrant, c'est de gagner ma vie aux États-Unis depuis 22 ans en langue française. Et je suis un francophone, je suis aussi et surtout un francophile et j'adore le français. Alors, vous avez des questions, n'hésitez jamais à me contacter. Alors, Emmanuel, je te Merci. remets la parole, comme ça, il n'y a Merci, pas, il y a Vincent. pas. On va arrêter de partager l'écran et puis on va prendre les questions. Il y en a Oui, déjà pas mal. Vous levez la main si vous voulez qu'on vous prenne à l'oral directement. Je vois que Dominique ici a l'air d'être prêt. Et je vais prendre tout de suite Dominique qui est ici. Dominique, est-ce que vous nous entendez? Il faut activer votre micro. Voilà. Oui, juste savoir si vous m'entendez bien ou pas. moi Absolument. je vous Allez, entends, oui. on écoute votre Bon, question. donc bonjour à tous. Moi j'ai essentiellement trois questions, mais très rapides. La première, vous avez évoqué en tout début de cette présentation, et je vous remercie de la qualité de la présentation, Merci. trois professionnels dont on ne pouvait pas se passer en montant une entreprise. Et moi, je n'ai entendu qu'un seul, qui est l'expert comptable fiscaliste. Et je pense, alors j'ai envisagé que ça pouvait être un avocat fiscaliste ou un avocat d'affaires, un corporate. Mais est-ce que vous pourriez préciser les deux autres en dehors de cet expert comptable fiscaliste que vous avez jugé essentiel? C'est la première question. Alors, on va commencer avec la première. Bien sûr, mais OK. c'est très rapide, vous allez voir en termes de réponse. Non, mais vous allez voir. Alors, premièrement, vous avez raison, j'ai oublié et c'est quand même fondamental. Alors, le plus important, c'est le fiscaliste, l'expert en fiscalité américaine. Contrairement à ce qui se passe en Europe, selon nos clients européens, les fiscalistes sont généralement des avocats. Ce n'est pas le cas aux États-Unis ni au Canada. Ici, aux États-Unis et au Canada, majoritairement, les experts en fiscalité américaine sont des experts comptables. OK? Il y a des avocats fiscalistes, c'est sûr, mais majoritairement, ceux que nous, on connaît, ce sont des experts comptables qui font de la fiscalité. Le deuxième professionnel le plus important, c'est l'avocat en immigration et visa de travail. Et ça, je vous dis, ce n'est pas des blagues. Il y a des gens qui s'imaginent, qui créent une société aux États-Unis et qui peuvent venir, ils arrivent à la frontière américaine et disent, oui, oui, je viens travailler pour ma société américaine. Alors, il faut savoir une chose. La création de société, c'est de juridiction étatique. L'immigration et les visas de travail, c'est de juridiction fédérale. C'est deux domaines qui ne se parlent pas, qui sont complètement indépendants. Alors, moi, je vous dis une chose. C'est crucial d'être bien informé par un avocat spécialisé en immigration américaine. Parce que le douanier américain est un agent antiterroriste. Et ce n'est pas des blagues. Il a une mission et il la remplit, je vous le garantis. Quand vous arrivez à la douane et qu'il n'aime pas vos réponses, il peut vous dire, vous retournez à la maison. Et vous ne pourrez pas lui dire, je veux parler à ton patron. Il n'y a aucun palier d'appel. OK? Alors, c'est important, surtout si vous décidez d'engager des gens aux États-Unis de venir sur le sol américain, de vous renseigner avant pour justement connaître vos droits et encore là, surtout vos obligations. Et il y a plein d'avocats spécialisés en immigration américaine qui parlent français. Alors, nous, on en a une liste complète qu'on réfère systématiquement parce qu'on réfère énormément de professionnels, experts comptables et fiscalistes et avocats en immigration, et on ne reçoit et on ne demande aucune commission. Mais on a une liste. Alors, c'est pour ça que je disais aux gens, si vous êtes expert comptable, fiscaliste américain ou avocat en immigration, envoyez-moi un courriel avec vos coordonnées. Ça va me faire plaisir de vous contacter et de vous ajouter sur cette liste-là. Alors, ça, c'était le deuxième. Et le troisième, ben, c'est Corpomax. Alors, il y en a qui vont dire, oh, c'est ça, c'est le troisième, c'est le moins important. Ça dépend des points de vue. Mais je vous dirais que oui, il y a une importance parce qu'au niveau, on crée la société, on obtient le numéro fiscal. Souvent, on fait ça. C'est la seule incursion fiscale qu'on fait, c'est qu'on obtient le numéro EIN. On octroie un service de domiciliation et on aide souvent nos clients à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis et on obtient l'autorisation de faire affaire dans différents États. S'ils ont soit un employé dans un État ou une place d'affaires, on obtient l'autorisation. Alors oui, on a notre importance, mais par ordre, je vous dirais fiscaliste et l'avocat en immigration si vous prévoyez venir sur le sol américain, bien sûr, et en dernier, la firme en service corporatif. Merci Oui, merci Dominique. de ces réponses, Vincent. On va essayer de Rapidement, répondre. vous allez voir, mais je vais être très rapide pour les autres. Je sais qu'il y a d'autres personnes derrière, mais c'est directement lié à un point de Vincent. C'est est-ce que justement la création d'une société, d'une LLC au Delaware, est un outil, une aide à l'obtention d'un statut de résident aux États-Unis? Et est-ce que ça va se libérer un petit peu depuis que le président Trump n'est plus élu et que c'est M. Biden
qui a pris la suite, puisqu'il avait tout bloqué. Et donc, il y a le lien entre les deux. C'est réouverture grâce à un nouveau président et lien avec éventuellement une LLC au Delaware. Oui, ça c'est intéressant comme question. Savoir si c'est une LLC ou une corporation, ça va être l'avocat en immigration, visa de travail qui va vous dire exactement. Parce qu'il y a des visas qui existent comme les visas d'immigrants investisseurs. Hein, je pense que c'est E2, mais ça, je ne suis pas sûr, ce n'est pas ma spécialité. Mais l'avocat en immigration, visa de travail, il va pouvoir vous renseigner à cet effet-là. Alors oui, on peut très bien venir travailler aux États-Unis pour notre filiale américaine d'une société française ou belge, par exemple, ou canadienne. Alors ça, oui, il y a des visas. Ça, c'est ou L1 peut-être. B1 ou L1, oui. Oui, il y a L1 aussi, mais je ne connais pas. Je ne suis pas bon dans les numéros et tout ça, mais il y a des spécialistes pour ça, effectivement. Ensuite, l'avenue de M. Biden, effectivement, moi, je pense que ça va ramener, si on veut, les États-Unis dans le giron international et ça ne peut que bénéficier, je pense, aux gens d'affaires extérieurs. Mais il ne faut jamais oublier, on va changer le gouvernement. Mais les Américains, ils sont nationalistes 365 jours par année. Et cette année, ça va être 366 jours. OK? Alors, Buy America. Alors, vous voulez faire affaire aux États-Unis? Ne le faites pas avec votre société française pour vendre aux États-Unis. Les Américains vont acheter s'ils n'ont pas d'autre choix. Créez une société aux États-Unis et là, vous allez avoir une image vraiment américaine. Vous avez une société américaine, une place d'affaires américaine, vous avez un numéro de téléphone. Vous dites un numéro vert en France. Nous, on appelle ça toll-free number. Vous avez un numéro sans frais et un compte de banque américain. Et là, les Américains vont dire « Ah, ça, c'est une société américaine. » Ils se foutent complètement de votre accent. J'en suis la preuve depuis 22 ans. Ils s'en foutent complètement. Êtes-vous une société américaine, oui ou non? Alors, je pense que dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent. Merci, Dominique. Vincent, on va essayer de répondre un peu plus vite parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, Benoît, il y a des mains qui se sont levées, mais je vais lire quelques questions qui ont été posées par écrit. Benoît, ce n'est pas une question, mais ça va vous faire plaisir. Merci pour cette excellente intervention. J'ai acheté vos 3 livres à l'instant. Voilà. Wow, merci. Très aimable. Je vais pouvoir nourrir mes enfants. C'est très apprécié. J'apprécie beaucoup. Marine demande si vous pourriez décrire les avantages à créer une société non-profit au Delaware. L'association opérera dans le domaine de la culture et de l'audiovisuel dans plusieurs États américains. Est-ce qu'il y a… Je vais répondre rapidement. Contactez-moi. Parce que c'est un cas, on a créé, je pense, 5 sociétés sans but lucratif en 19 ans. Alors donc, c'est pour ça que ça va intéresser vraiment une marge très étroite. Et à ce moment-là, ça va me faire plaisir qu'elle me contacte et à ce moment-là, on pourra en discuter sans problème. Très, très bien. Dans les questions par écrit, toujours, que pensez-vous du Wyoming, nous demande Yannick. J'ai une société là-bas. Bien, ça m'est demandé souvent le Wyoming parce qu'ils ont vu des choses, c'est normal, hein, les gens se renseignent. Écoutez, je connais pas, ça dépend aussi si c'est une corporation ou une LLC. Le problème, c'est que le Wyoming ou les autres États, c'est que nous, le problème où on le voit, c'est au niveau du compte bancaire. Parce que vous savez, on fait affaire avec différentes banques. Et le banquier, s'il voit un Français ou un Belge ou un Canadien qui crée une société au Wyoming pour ouvrir un compte de banque, je ne sais pas moi, à New York, par exemple, ou ailleurs, il va se demander pourquoi ils ont créé au Wyoming, pourquoi ils ont créé dans cet État-là. C'est comme le Nouveau-Mexique. Hein, comme je vous dis, il y avait un YouTuber qui disait créer au Nouveau-Mexique. Alors là, on a été inondé d'appels de jeunes entrepreneurs au niveau international pour ouvrir un compte bancaire. Je disais, écoutez, on peut créer votre société au Nouveau-Mexique, mais on ne pourra pas ouvrir votre compte bancaire. Comment voulez-vous qu'on approche le banquier et qu'on lui dise que vous êtes français, que vous êtes dans le domaine des formations en ligne, que vous voulez créer une société et que vous voulez ouvrir un compte bancaire à une société du Nouveau-Mexique? Alors, on peut les aider, mais jusqu'à une certaine limite. Tom, vous nous entendez? Tom a une question. Oui, bonjour Vincent. Bonjour Tom. Voilà, j'ai une petite question. Quelles sont les obligations des entreprises françaises ou autres qui veulent vendre en ligne avec des stocks aux US? Bien, nous, on peut parler des obligations corporatives aux États-Unis. Alors, on a des clients dans 52 pays. J'ai fait le décompte hier. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment… C'est pour ça que, le fiscaliste ou l'expert en fiscalité américaine dans votre pays de résidence est absolument crucial parce qu'il va être en mesure, lui, de connaître les deux systèmes fiscaux, l'intégration entre les deux, etc. Alors, nous, au niveau corporatif, alors on a énormément de sociétés étrangères qui font affaire aux États-Unis par l'entremise de filiales et à ce moment-là, il y a une taxe annuelle à payer. Alors, au niveau corporatif,
il y a une taxe annuelle à payer qui varie entre 225 au Delaware et 200 000 et il y a les frais d'agent agréé, qu'on appelle Registered Agent, qui sont exemple chez Corpomax, mais on est dans le prix moyen du marché à 129 au Delaware, 159 dans les autres États. Alors, c'est pour ça. Ça, c'est vos obligations corporatives. Les autres obligations fiscales, à ce moment-là, ça, c'est vraiment un expert en fiscalité qui va pouvoir vous répondre. Vous savez, j'ai appris une chose en affaires. C'est toujours de focaliser, et ça a été ma décision il y a 19 ans et je m'en remercie tous les jours. Je me suis dit, on va être bon, on va être excellent, on va être fantastique, mais uniquement dans nos domaines, et la création de société et le dépôt de marque. On ne fait rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on réfère systématiquement des gens comme vous qui vont nous poser des questions plus pointues. Merci à vous. Merci. Merci Tom. Yves nous demande s'il y a un avantage à faire un trust au Delaware. Encore là, oui, c'est un État où il y a beaucoup de trusts qui sont faits, mais à ce moment-là, ça va être vraiment un avocat spécialisé en trust qui va pouvoir vous dire s'il y a un avantage. Ce n'est pas nous. Encore là, je reconnais mes limites. Alors, la limite, c'est que, mais vous savez, moi, je peux référer cette personne-là directement à un avocat du Delaware qui va vous dire quels sont les avantages. Là, c'est sûr qu'il peut trouver de l'information aussi sur Internet, surtout quand ça vient des grands cabinets d'experts comptables, fiscalistes ou avocats, sur l'avantage d'un trust. Et vous savez, avec des mots-clés bien choisis, moi, Google, pour faire mes livres, ça a été mon meilleur ami. Continuez à lever la main si vous voulez. Il y a beaucoup de questions aussi par écrit. Et à lever la main, notamment Romain. Romain, est-ce que vous nous entendez? Oui, allô? Bonjour, Romain. Oui, merci Emmanuel de m'avoir donné la parole. Et bonjour, Monsieur Ayard. Très bonne présentation. Merci beaucoup. Merci. Merci à oui. vous. Alors, j'étais très interpellé dans votre présentation. Vous aviez dit que pour le dropshipping, c'était intéressant d'être au Delaware. Je fais du dropshipping, justement. J'ai pensé à m'implémenter aux États-Unis. Quel est, alors, ce que j'ai posé par écrit, est-ce que c'est vrai? Quel est l'avantage de le faire au Delaware par rapport à New Mexico dans le cadre du dropshipping? Bien, ça dépend encore là. Vous savez, c'est pour ça que l'aspect fiscal est important. Ça dépend toujours aussi si vous avez une LLC ou une corporation. Alors, une corporation, on sait qu'elle va payer ses impôts aux États-Unis sur ses revenus mondiaux. Alors, par exemple, une LLC, généralement, ne paye pas d'impôts. Ce sont les actionnaires de la LLC ou qu'on appelle des membres qui vont payer les impôts de la LLC. Et c'est là que j'arrête. Parce que c'est une spécialité en soi. Alors, est-ce qu'il y a dans la loi du Nouveau-Mexique une disposition qui concerne les LLC au niveau fiscal? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est pour ça que, je veux dire, c'est important la création de société, mais il y a tout ce qui vient autour aussi. Alors, c'est pour ça que le spécialiste va pouvoir, en fiscalité, il va pouvoir dire, peut-être qu'il n'y a aucune différence. Peut-être qu'il va vous dire Nouveau-Mexique et Delaware, c'est la même chose, bonnet blanc, blanc bonnet. Mais ce qui est très drôle, vous savez, c'est que souvent, les gens me disent, vous savez-vous, j'aimerais ça créer au Wyoming ou Nevada parce que c'est moins visible pour les autorités fiscales de mon pays. Écoutez, oui, non, c'est pas l'avantage. J'ai vu moi aussi le film Le Dîner de cons. Okay? Je l'ai vu le film, j'ai compris la fiscalité, une bonne partie de votre fiscalité en France avec ce film, mais je ne pense pas que ce sont tous des cons. Alors, il n'y a pas juste le Delaware. Alors, il y a d'autres États aussi. Alors, nous, on crée des sociétés américaines, mais on ne fait pas la maintenance au niveau fiscal. Absolument pas. Alors, c'est pour ça. Mais je ne peux pas répondre vraiment à votre question et j'en suis désolé. Non, bien sûr, je comprends. Merci beaucoup, Romain. Oui, merci. Merci. Philippe, vous avez un peu répondu, mais on va dire pour que ça soit clair. Combien coûte la domiciliation d'une société dans votre cabinet? Ben nous, voyez-vous, c'est le même prix. Nous, on est très, très fixe au niveau des prix. C'est 359 $ par année, bon, plus les frais postaux. Alors, c'était le prix en 2001, c'est le prix en 2020 et ça va être le prix en 2040. Alors, nous, on s'est dit, à ce prix-là, on l'a fixé une fois. Bon, il y a le coût de la vie et tout, mais on est très, très stable au niveau des prix. Et je pense que les clients aiment ça aussi. Alors, il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, mais ça, le soleil, lui, pour tout le monde. Alors donc, nous, c'est le prix qu'on a établi. Comme exemple, 129 $, les frais d'agent agréés. Il y en a au Delaware, c'est 50 $ par année. Il y en a, c'est 425 $ par année. Alors, nous, on l'a fixé à 129 $ en 2001. On est en 2020. C'est toujours 129 $. On trouve que c'est un prix juste et raisonnable pour un service professionnel. Merci. Bruno nous a demandé par email, peut-on créer une société au Delaware et la piloter entièrement depuis l'étranger ou doit-on avoir un représentant ou un directeur sur place? Excellente question. La réponse, c'est que 95 % de nos clients sont étrangers et n'habitent pas aux États-Unis. Alors oui, une société américaine, du Delaware notamment, peut être dirigée complètement à partir de l'étranger. Écoutez, on a des très, très gros clients aux États-Unis. On a des très gros clients étrangers qui font affaire aux États-Unis, des grandes sociétés françaises, belges et qui n'ont aucune place d'affaires aux États-Unis.
mais qui vendent sur le sol américain. Alors donc, on a obtenu l'autorisation de faire affaire dans les différents États. Alors, il n'y a pas d'obligation d'avoir un administrateur américain. On voit ça souvent, hein, souvent, un administrateur américain, sauf bateau, avion, sécurité nationale, armement. Il y a des exceptions, mais sinon, il n'y a pas de souci. Très bien. On nous demande aussi, alors on nous demande s'il serait possible d'obtenir une copie de la présentation. La réponse est ce webinaire sera disponible ensuite et puis la présentation sera envoyée aussi à tous les gens qui se sont inscrits et c'est disponible en replay sur Facebook, sur YouTube et puis évidemment et surtout sur frenchmorning.com. Nicolas, pas Nicole, nous demande si les plus-values de cession de parts sont entièrement exonérées si elles ne sont pas distribuées. Exonéré au niveau fiscal? J'imagine. Alors, vous demandez à un électricien de répondre à un problème de mécanicien. Alors, on va demander à l'électricien de répondre à un problème de linguiste. L'anglais n'est pas ma langue maternelle. Est-ce un blocage si nous voulons opérer dans le mode du transport? Dans le domaine du transport, pardon. Vous savez, quand je suis arrivé aux États-Unis, je baragouinais l'anglais parce que j'avais toujours pratiqué le droit. J'avais été élevé en français. J'ai même habité 6 ans en France. J'ai habité 4 ans à Marseille. J'avais l'accent marseillais de Marius et César et la bouillabaisse, etc. Et j'ai habité 2 ans au Vésinet, près de Paris. Et donc, je suis revenu au Canada, on me disait maudit français. Et après ça, je suis arrivé aux États-Unis, on ne m'a pas dit maudit canadien, mais je suis toujours passé sur la terre avec un accent. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, ma connaissance de l'anglais était plutôt minimale. Ce n'est pas une barrière, je devrais vous dire, ce n'est plus une barrière. Un de mes meilleurs amis, c'était Google Traduction. Il y en a un autre que j'ai découvert pendant la rédaction de mes livres qui s'appelle DeepL, donc DEEPL.com, qui est absolument fabuleux. Exemple, les banques américaines. Les gens disent « Ouais, mais je ne peux pas appeler à la banque, mon anglais n'est pas assez bon. » Vous appelez une grande banque américaine, vous avez à retenir les mots magiques suivants. « I need a French interpreter ». En 3 minutes, il y a un interprète francophone qui arrive sur la ligne et qui va vous aider pour régler tous vos problèmes. Et ça, les gens ne le savent pas et ce n'est pas publicisé par les banques. Bon, c'est dans mon livre, mais ce n'est pas publicisé par les banques. Et ça fonctionne. Et j'ai eu des retours d'expérience de clients français. Ils m'ont dit, c'est fantastique, c'est merveilleux, le problème est réglé. Alors, on peut faire des affaires de plus en plus partout dans le monde, même si on ne connaît pas la langue. Et de toute façon, ça va être le plaisir de découvrir une nouvelle langue aussi. Là. Faut pas, un entrepreneur, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Il va y avoir des embûches. Ce n'est pas grave. Avancez. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'en ai eu plein d'embûches. Ce n'est pas grave. On avance, on avance. Et on apprend. On avance et on apprend. Alors, on a dépassé déjà l'heure qu'on s'était accordée largement, donc on va bientôt finir. Martine nous pose une question. Elle est américaine, nous dit-elle. Elle est productrice de cinéma. Elle vit à Los Angeles. Si elle crée sa société de production au Delaware, est-ce que ça va lui éviter de payer les $800 de LLC californien? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que généralement, si on crée une société, elle est résidente de Californie, je devine qu'elle a une place d'affaires physique. Alors, si on crée une société au Delaware, il va falloir qu'on demande l'autorisation de faire affaire à Californie, il va falloir qu'elle paye $800. Dans son cas, selon le peu d'informations que j'ai, je pense qu'il n'y aurait pas d'avantage à créer ailleurs qu'en Californie. Mais encore là, il y a peut-être des considérations fiscales, mais je pense qu'une LLC d'une personne qui réside en Californie avec des activités en Californie devrait normalement créer en Californie. Formidable. Et merci beaucoup, Vincent. Merci à tous. Désolé à ceux auxquels on n'a pas pu répondre. Mais évidemment, vous avez eu les coordonnées tout à l'heure de Vincent. Vous pouvez les retrouver sur le site, sur frenchmorning.com et puis dans l'email que vous recevrez si vous étiez inscrit et si vous nous regardez sur Zoom. Donc, vous pourrez continuer, poser vos questions et il vous l'a dit, il ne facture pas. Je vous encourage à faire comme Sophia qui nous écrit, comme tout à l'heure notre autre interlocuteur qui nous dit merci Vincent pour une présentation très informative. Je vais acheter 2 de vos livres de ce pas. C'est dommage. Mais c'est trop gentil. Hein. Vous faites un prix pour les 3 ou comment ça se passe? Non, mais les prix. Les prix, ils sont au plus bas. Écoutez, c'est $9,99 ou je pense que c'est €9,99 pour le premier et le troisième. Alors, je les ai mis minima. Écoutez, la version digitale est $7,99 aux États-Unis, $9,99. J'ai mis les prix les plus bas parce que le but, ce n'est pas de devenir millionnaire avec les livres, c'est de renseigner les gens et ultimement, s'ils le jugent à propos, c'est qu'ils deviennent des clients de Corpomax. Alors, je pense que c'est le but recherché. Ils ne sont pas chers et vous allez avoir de l'information de qualité. J'ai travaillé des heures innombrables. Vous demanderez à mon épouse, j'ai travaillé des heures innombrables le soir, la nuit, les week-ends. Je me lève souvent à 5 heures le matin
pour faire la version audio en ce moment, éditer la version audio. Alors, il y a eu beaucoup de cœur dans ça. C'est pour ça qu'il y a un cœur sur le premier livre. C'est ceux qui veulent se lancer en affaires, bien, ils vont mettre tout leur cœur et ces livres-là vont les aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Emmanuel. Très bon modérateur. Très apprécié votre travail. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau webinaire de French Morning. Évidemment, continuez de nous suivre sur frenchmorning.com pour savoir ce qui se passe. Si vous nous regardiez depuis le Canada, continuez de nous suivre sur mauditfrançais.ca, évidemment. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci à tous.